cher André, asseyons-nous. Alors Patrick, ça vous ennuie pas si je reste debout? Ah mais comme vous voulez. Parce que je me sens, d'abord, voilà, il y a beaucoup de monde, et puis j'ai peur de m'entasser et d'être tout d'un coup un peu passéiste, d'être entraîné vers des choses un peu tristes, non? Je peux rester debout? Oh, mais restez debout si vous le souhaitez. Mais alors je reste debout avec vous. Non, ah bah si. Pas. Non, mais allez, restons debout. Ça peut être, c'est la première fois. Après tout, il faut, c'est bien parce qu'on se renouvelle comme ça, on n'a pas l'impression de s'endormir dans ce 15e festival. Quand je lis des textes ou quand j'enregistre des textes, j'aime bien rester debout toujours. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu physique notre métier. Et donc toujours j'ai besoin de... Je peux pas être assis parce que tout d'un coup j'ai l'impression que le rythme va être 2 fois trop long. Ok, alors faisons ça. Ça vous va? À l'image, ça vous va tout le monde? L'essentiel c'est qu'il soit là. Et puis ça peut être très intéressant. Pour commencer, je sais pas si vous étiez là le soir de l'ouverture du festival. J'aime beaucoup, vraiment, j'aime infiniment André Dussolier, il le sait. J'ai eu la chance de le rencontrer une première fois sur un autre festival où j'ai découvert qu'en plus d'être un immense artiste, c'est un homme absolument délicieux qui aime bien les quenelles de glace au chocolat. Je me souviens encore. Et donc, j'avais pas résisté, on était tous d'accord là-dessus, à faire un petit montage hommage. Et je vous propose de le regarder avant qu'on ne commence. Oui. Dans Le Tigre et le Président, formidable comédie historique de Jean-Marc Perfit qui est présentée cette année au FFA, André Dussolier est un truculent Georges Clemenceau. Il est donc le tigre. Mais dans la vie, quel animal serait-il? Probablement le guépard, car depuis ses débuts, il court inlassablement de rôle en rôle. Plus de 100 films tournés depuis ses premiers pas en 1972 devant la caméra de François Truffaut dans Une belle fille comme moi. Moi aussi, j'ai un présent pour vous. C'est pour moi? Qui est con. Non, c'est pour le pape. Et tricoté par Camomille. Camomille? Oui, Camomille, c'est le nom que Samy me donnait quand il était de bonne humeur. Ah, ils sont bien. Très, très bien. Plus de 20 pièces de théâtre depuis qu'il a obtenu la même année le premier prix de comédie au conservatoire avec Francis Perrin. Pour quelle raison avez-vous choisi le théâtre alors que l'enseignement s'ouvrait devant vous? Parce que j'ai toujours eu envie de faire du théâtre et que j'ai jamais eu envie de faire d'enseignement et que j'avais surtout envie de faire des lettres. C'est pour ça que j'ai fait des études de lettres, mais j'ai toujours fait du théâtre et c'est vers le théâtre que je savais que j'irais. Plus de 30 téléfilms ou séries depuis qu'il est apparu dans un épisode des aventures du commissaire Maigret, Maigret aux Assises, en 1971. Je pensais que vous auriez consenti à faire quelques déclarations. Aucune déclaration. Alors, pour plagier le titre du film d'Élie Chouraki, qu'est-ce qui fait courir André? À le voir changer de registre, refusant d'être figé dans un emploi, fuyant la répétition, on comprend aisément qu'il cherche perpétuellement le plaisir de jouer. Jouer Gauvin dans Perceval le Gallois d'Éric Rohmer ou Jacques, le pilote tombeur de ces dames dans 3 hommes et un couffin de Colline Serrault. Et on en a plein les bottes, voilà. Mais de quoi vous me parlez là? Quel flic, quel cam? Qui c'est qui a saccagé l'appartement? Et pourquoi de paquets? Et c'est quoi ce bout du monde? Qui c'est qui vous l'a fourgué? Jouer chez Alain Resnais à 7 reprises, sans se lasser dans La vie est un roman ou bien dans Mélo. La 3e sonate de Bach exhalait tous ses soupirs et ma bien-aimée faisait l'amour avec un inconnu à travers la salle. Terrible. Jouer face à Sabine Azéma chez Resnais, bien sûr, comme chez Étienne Chatiliez dans Tanguy et sa suite. Alors? Il a l'air con? Je crois. Ah, j'en étais sûr. Ah, il a dû avoir l'air bien con. T'es pas le seul. Ou face à Catherine Fro, dans Mon petit doigt m'a dit de Pascal Thomas et les autres aventures de Bélisaire Beresford. Sous la suie, c'est des diamants. Être un flic dans Scène de crime ou un entraîneur de catch dans Les Reines du Ring. Faut que ça pète! Qu'est-ce qu'on a dit, mon Dieu? Rose et Colette, c'est les gentils, et Jessica et toi, vous êtes les méchantes! Être le consul de Suède qui sauva Paris de la destruction dans Diplomatie, ou le petit père des peuples, Joseph Staline, dans Une exécution ordinaire. On ne peut pas confier la construction de sous-marins nucléaires à des gens qui boivent de la vodka du matin au soir. Le père de Sophie Marceau, dans Tout s'est bien passé de François Ozon, ou simplement la voix du narrateur dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Toujours à la même seconde, un spermatozoïde pourvu d'un chromosome X appartenant à monsieur Raphaël Poulain se détachait du peloton pour atteindre un ovule appartenant à madame Poulain, née Amandine Fouet. Jouer tout, sans condition, sans contrainte, sans a priori, pour le plaisir, même si c'est juste le temps d'un match de foot contre Lino Ventura dans La Gifle. Jouer
et au passage gagner la reconnaissance de ses pairs qui lui ont décerné le Molière du meilleur acteur pour Novecento. Le César est attribué à André Dussolier dans Un cœur en hiver. Et 3 Césars. 2 du meilleur second rôle pour Un cœur en hiver de Claude Sautet et pour La Chambre des officiers de François Duperron. Et le César du meilleur acteur pour On connaît la chanson d'Alain Resnais. Voilà, c'est peut-être ça André Dussolier. Un acteur qui joue jusqu'au vertige et qui en retour reçoit notre amour. Et finalement, le fait que vous vouliez qu'on reste debout confirme ce que j'ai écrit. C'est que vous n'avez pas envie d'être figé. Un peu beaucoup même. C'est vrai que, vous savez, dans mon enfance, je suis d'Annecy et mes parents travaillaient et donc il n'y avait pas de possibilité de me faire garder par une jeune fille, une jeune dame, etc. libre. Donc il y avait une habitude en Haute-Savoie, c'est qu'on nous emmaillotait pour éviter que dans le berceau il y a un accident, qu'on passe à travers les barreaux. Et je pense que ça m'est resté et que j'ai une violence vis-à-vis de ça, que j'ai envie de me libérer de tout. En plus, ma mère s'appelle Bozzetto, donc on vient d'Italie. Donc il y a le geste, le mouvement, l'activité. Je suis né à Annecy, là où il y a un lac, des montagnes, donc c'était le ski, la natation, enfin le sport, beaucoup. Donc, et ce métier, on l'a vu, enfin je le vois et je le redécouvre à travers les extraits, c'était le plaisir de jouer et d'aller dans des univers tout à fait différents. J'ai découvert le théâtre à 10 ans, pardon, vous m'interrompez, hein, parce que sinon, là, c'est un film. On est là pour vous, mais c'est très bien, je pense que personne s'en plaindra, donc tout va bien, moi le premier. Mais en fait, on parlait pas beaucoup à la maison, c'est-à-dire que vraiment, j'étais fils unique, mes parents fonctionnaires, et donc vraiment l'école, j'allais, je rentrais, je travaillais, et puis c'est tout. Et puis donc il n'y avait pas beaucoup de paroles. Et tout d'un coup, un prof de français, c'est vraiment important. J'avais 10 ans, je rentre en 6e et au lieu de nous faire découvrir les pièces de théâtre par le biais des livres, nous emmène voir Poil de carotte de Jules Renard. Et c'était une révélation pour moi, parce que tout d'un coup, Poil de carotte, ça raconte la vie d'une famille où l'enfant est un peu délaissé par la mère, en l'occurrence, là. Et vraiment, s'il y avait de quoi s'identifier. Et je voyais en plus ces gens qui parlaient, qui disaient des choses qu'on ne disait pas à la maison, avec des acteurs qui vivaient des sentiments avec une grande liberté, et en plus des gens qui étaient dans la salle, qui avaient payé leur place, et en plus qui applaudissaient, qui riaient, enfin, tout le contraire de ce que je vivais dans la réalité. Donc, le théâtre, c'était idéal. En plus, cette professeure de français avait la bonne idée de monter des spectacles. Donc, c'était vraiment, pour moi, j'allais dire une deuxième vie, une vie parallèle, mais qui était vraiment très excitante, plus excitante peut-être que la vie réelle que je menais à ce moment-là. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le jeu, dans le plaisir de jouer. Voilà. Mais est-ce que c'était du goût de vos parents? Parce que vous avez quand même fait des études avant qui n'étaient pas, enfin même si c'était des études de lettres, qui n'étaient pas aller dans des cours de théâtre et des choses comme ça. Il y avait peut-être un côté passe ton bac d'abord. Ah, complètement. Et pas seulement du côté des parents, mais du côté des amis, de tout le monde. C'est-à-dire que vraiment, le métier d'acteur, c'était quelque chose de très lointain. À 18 ans, j'avais très envie de tenter l'aventure, mais je sentais une réticence, pas seulement familiale, mais vraiment au niveau des amis. C'est-à-dire, ils disaient, mais enfin, c'est un tel écart. Tout se passe à Paris, quoi, pour apprendre son métier d'acteur. En province, il n'y avait pas d'école, vraiment, à l'époque. Et donc, du coup, pour rêver d'être acteur, il y avait tout d'un coup un fossé considérable. Et donc, je peux dire que mes études m'ont permis de m'acheter un billet de train pour ensuite aller, une fois qu'elles étaient terminées, tenter l'aventure à Paris. Il y avait une appréhension? Parce que c'est quand même, c'était le saut dans le vide, quoi. Oui, c'est vrai, il y avait une appréhension, mais en même temps, les diplômes étaient là pour nous rassurer. Je pense que c'est peut-être toujours un peu la même l'appréhension qu'ont les parents vis-à-vis de leurs enfants qui ont envie de faire ce métier. On rentre dans un monde inconnu, plein d'aventures, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas. Moi-même, j'ai des enfants et les questions se posent de la même façon. Mais voilà, c'est une passion qu'on a envie de vivre. On ne veut pas passer à côté ou à vivre avec le regret de ne pas l'avoir tenté. Donc, du coup,
coup, c'est comme ça qu'on se lance. Je pense toujours à cette phrase de Dubillard que j'aime beaucoup. Faut se lancer dans le vide sans réfléchir. Si vous apercevez ensuite que vous avez oublié votre parachute, tant mieux. C'est alors que vous ferez vos preuves. Donc voilà. Cette phrase m'aide beaucoup parce que en fait, ce métier, c'est vraiment une perpétuelle aventure parce que on vient de délibérer avec mes amis qui sont là parce que c'est vraiment en 4-5 jours, on s'est fait vraiment comment dire, un groupe, une botte d'asperges, comme dirait Musset, vraiment très très fortement lié grâce au cinéma. Et là, j'étais de l'autre côté pour juger un peu le travail des autres. C'est toujours tout à fait une expérience. Et donc c'est singulière et intéressante, mais vraiment, voilà, ce métier, c'est le plaisir, c'est le goût de l'aventure et le sentiment de recommencer à chaque fois. À chaque fois, j'ai l'impression, et c'est pas une coquetterie de le dire, de faire comme si c'était le premier film. Et c'est un peu le premier film parce que le metteur en scène, on le connaît pas, ou la metteur en scène, on la connaît pas, les partenaires non plus, pas forcément. Et donc, on sait pas comment ça va se passer et on est un peu comme l'escargot dans sa coquille, quoi. On a besoin de vivre dans un sentiment de confiance réciproque. Autant je pense pour le metteur en scène que pour les acteurs. Et si on nous souffle un peu sur les cornes, on rentre dans notre coquille et c'est le plus mauvais résultat qui nous menace, quoi. Il faut qu'on soit en pleine confiance pour aller le plus loin possible dans le jeu, dans le personnage qu'on aura un peu travaillé avant de tourner. À propos de confiance, est-ce que ce premier prix de comédie au conservatoire vous a donné de la confiance? Parce qu'en plus, vous êtes sportif, donc peut-être un peu compétiteur. Est-ce que c'est venu renforcer votre envie, votre désir de comédien? Oui, ça rassure, c'est sûr, ça rassure, mais rien n'est gagné. Je me souviens, il y avait une émission de Bouvard qui, tout de suite après le concours du conservatoire, c'était terrible parce que il avait invité, il y avait Daniel Secaldi qui était là, et puis d'autres qui disent, votre prix, c'est rien du tout, on s'en fout, c'est pas grave. Je sais que ça, vous inquiétez pas, c'est pas la peine de charger la charrette, je sais que ça coûte, ça représente pas forcément quelque chose. Il y a des gens qui ont fait le conservatoire, qui ont eu des prix, et qui, ça n'a pas forcément été le gage d'une carrière par la suite, mais le plus célèbre exemple, c'est Belmondo, qui n'a pas eu de prix, qui a eu un accessite, et puis il est devenu Belmondo. Donc il n'y a pas de règle dans ce métier. Voilà. On peut dire qu'on avance au jour le jour et que c'est ça qui est excitant à chaque fois, la rencontre, et le fait aussi d'aller dans des univers totalement opposés. C'est pour ça que j'aime bien les grands écarts et les personnages tout à fait inattendus. Ça, vous êtes d'une souplesse. On a vu là un tout petit extrait donc, de ce rôle de journaliste dans un Maigret, mais c'était à la télévision, mais le premier film... C'est François Truffaut qui vous remarque, qui vous donne un rôle, et un vrai beau rôle dans Une belle fille comme moi. C'est quand même pas mal comme début. C'est vrai que j'avais mes copains du conservatoire, parce que j'étais encore au conservatoire, et ils se disaient vraiment, c'était jaloux, je les comprends, je me mettais à leur place. En même temps, c'était pas un rôle et un film totalement truffaldien, comme on dit. C'est-à-dire c'était une adaptation d'un roman américain, adapté par Dabadi d'ailleurs, mais qui a un peu déconcerté les habitués et les fans de Truffaut. Et d'ailleurs, c'est terrible la première image qu'on peut avoir dans un film, parce que vous avez remarqué dans l'extrait, j'avais des lunettes, des gants jaunes. C'était l'époque aussi, il faut dire, où je voyais tous les acteurs américains se métamorphoser d'un rôle à l'autre, et moi je me disais, ce métier, c'est le métier de l'imaginaire, on a le droit et on doit adhérer à un personnage et le créer. Quelle ne fut pas ma surprise à la fin du film de voir quand même, quand je rencontrais les metteurs en scène, qui s'attendaient à ce que dans la vie j'ai des lunettes et des gants jaunes. Donc l'image est très très forte, quoi. Ça marque, hein. Et donc j'ai mis du temps après, grâce à Nina Companès d'ailleurs à la télévision, qui m'avait vu au conservatoire et qui m'a donné des rôles un peu plus proches de moi, où je pouvais manier ce qui m'est cher, l'humour, la légèreté, la distance, enfin, voilà, des choses comme ça. Mais on a peur au début quand on commence ce métier, et c'est vrai que quand on est dans les écoles, on fait ce qu'on veut, on joue les rôles qu'on veut, on a une liberté totale. Et après, quand on est sorti du conservatoire, à ce moment-là, on est choisi. Et ça, c'est comment dire, le destin de l'acteur. Faut l'accepter, faut le vivre. C'est pas toujours facile. On peut faire fléchir un peu le regard qu'ils peuvent avoir sur nous en montrant qu'on aime bien jouer des rôles un peu différents, mais ça prend du temps. Et donc, on est choisi. Et donc là, ça peut prendre du temps, en effet, avant que quelqu'un voit vos lignes de force, vos envies de vous balader. Mais moi, je suis né avec cette génération d'acteurs américains
Et quand j'ai vu un jour l'impasse de Palma et que au bout d'un quart d'heure, j'ai vu qui était Sean Penn, ce qui jouait comme personnage, j'ai pas reconnu et je me suis dit mais c'est ça le métier d'acteur quoi. Quand vraiment on est dans son siège et qu'on est cueilli par l'incarnation que fait un acteur de son personnage au service d'un film quoi. C'est vraiment ça et ça permet de faire une grande balade tout au long de sa vie, si c'est possible, à travers des rôles différents. Et la grande force du cinéma français, c'est pas Leïla qui est là qui va me contredire, mais c'est vraiment de faire des films. Vraiment, on a un cinéma français qui est très aidé, quoi. Il y a beaucoup d'aides. Enfin, je dis ça avec sous réserve parce que c'est pas toujours facile, mais quand même, il y a des aides. Il y a à la fois les aides, les subventions, mais il y a aussi les aides, les règles, quand même, où les télévisions, Canal+, etc., les télévisions sont obligées de... Qui viennent financer le cinéma français. Donc oui. ça, c'est quand même la possibilité, je sais pas si c'est un héritage de la nouvelle vague, mais que chaque metteur en scène qui a envie de faire un film raconte un monde, son monde, sa vision des choses. Et donc ça donne un cinéma qui est tout à fait singulier, qui ne ressemble à aucun autre. C'est pas le cinéma à grand spectacle que font magnifiquement les Américains, mais c'est un cinéma qui est d'auteur. Et à un moment donné, j'ai cru que j'allais être enterré dans le cinéma d'auteur. C'est-à-dire que ça a duré pas mal de temps. Je les ai pratiquement tous faits, les metteurs en scène, sauf Godard. Mais je suis allé jusqu'à Marguerite Duras. Pour vous donner un exemple, on jouait une scène dans Les Enfants de Marguerite Duras avec Arditi, et on avait une scène à jouer. Il y avait pas mal de dialogue et elle avait mis en place la caméra et donc on partait de loin avec Arditi. On avait pas mal de textes à faire et je lui dis Pierre, je connaissais un petit peu, je lui dis Pierre, écoute, peut-être qu'il faut qu'on s'arrête un peu parce qu'on n'aura pas le temps de dire tout le texte. Donc on s'arrête, on fait une pause, puis après une deuxième pause, puis après on avait encore tellement de textes que et Marguerite Duras dit allez, continuez. Mais Marguerite, on va être dans la rue là. Oui, mais c'est pas grave. Et donc elle mettait sa caméra en train de filmer une chaise et on nous entendait en voix off. C'était très frustrant, c'était le cinéma d'auteur, célébré dans les cahiers du cinéma. Mais bon, c'était pas pour les acteurs, c'était une expérience qui est à l'inverse. Et c'est en rencontrant un auteur, une autrice, Colline Serrault, qui faisait des films d'auteur, qui n'avaient pas tellement marché, mais qui un jour s'intéresse à raconter, qui veut raconter l'histoire de 3 hommes s'occupant d'un bébé. C'était un élan féministe très salutaire et très inattendu au moment où Rambo triomphait sur les écrans. Et moi, j'ai hérité de ce personnage-là et de cette comédie-là, parce que j'adorais. Je passais beaucoup de comédies au Conservatoire avec Nathalie Baye en particulier, et jamais je retrouvais les comédies. Et tout d'un coup, je lis ce scénario que tout le monde avait refusé parce que personne n'y croyait vraiment à cette histoire. Beaucoup d'acteurs et les producteurs, enfin bon, et je sortais de L'amour à mort, et on voulait pas de moi, L'amour à mort, 3 hommes à Koufa, ça va pas. Il y avait Roland Giraud, Michel Bougelin, ça va, mais il faut en trouver un troisième qui soit dans la même ligne, et moi je connais pas, mais le fait que Colline Serrault soit actrice, metteur en scène, savait très bien que ça dépend de la partition, qu'on peut faire des films comiques ou des films dramatiques selon la partition qu'on a. Mais l'essentiel est de bien la jouer le mieux possible. Et donc c'est là que ça a basculé et que j'ai obtenu un crédit, disons, de la part des producteurs et distributeurs. Mais avant que ça ne bascule et qu'on vous donne un crédit, quand vous passez du Truffaut, où vous avez un vrai rôle, et tout d'un coup vous vous retrouvez juste joueur de foot sur un terrain face à Lino Ventura, est-ce que le doute s'installe et est-ce qu'on se dit finalement c'est peut-être pas gagné? C'est pas gagné, le chemin est long et c'est jamais gagné et donc... Surtout qu'en plus, dans le film, il y a Francis Perrin qui remporte avec vous le premier prix de comédie. Oui. Lui, il a un vrai rôle. Il y a Nathalie Baye qui est votre copine, qui est dans le film aussi. Il y a Isabelle Adjani. Enfin, et donc vous avez peut-être l'impression d'être le vilain petit canard qui est sur le banc de touche. Complètement. Et j'étais là vraiment parce que j'avais été pistonné. Hein. Donc sinon j'aurais pas joué dans ce film de Pinotto. Mais non, moi j'avais commencé avec Truffaut et j'ai fait toute la bande, c'est-à-dire Romer, René, Duras. Et donc du coup c'était une famille très belle, très riche, très intéressante évidemment, mais qui m'écartait un peu du cinéma populaire, plus public, quoi, on va dire. Et donc c'est beaucoup plus tard, enfin grâce à Colline, et puis après les choses se sont enchaînées, mais rien ne vient de façon spontanée, directe, facile. Mais déjà il y avait l'envie de ne pas être une fois de plus emmailloté dans le cinéma d'auteur. Non, voilà, je voulais pas être emmailloté, et donc j'avais envie, même si on en parlait tout à l'heure quand on délibérait, mais c'est vrai parce que le cas s'est présenté quand on a délibéré, et vous entendrez les résultats demain soir, parce que vous aurez peut-être vu tous les films, mais il peut y avoir dans la carrière d'un acteur tout d'un coup la possibilité de jouer un rôle le mieux possible dans un film dont on sait qu'il va pas être terrible. Mais
il y a cette contradiction-là qu'il faut vivre, qu'il faut accepter, qui est notre métier, qui fait partie de notre destin. Et quand vous regardez la filmographie de tous les acteurs et des plus grands, il y a toujours quand même sur 10 films au moins 7 qu'ils auraient pu éviter de faire. Mais il faut bien manger, quoi, quand même. Ça, on le sait à la lecture ou on le découvre après On le sait à la lecture tout de suite, mais on n'est pas obligé de les faire. Hein. On peut rester exigeant et non. Et la chance, moi, j'aimais bien parce que j'aime bien. J'ai besoin d'aller au théâtre. Donc, s'il n'y a pas de bons scénarios de cinéma, on fait du théâtre ou on fait de la télévision. Enfin, ce qui se présente. J'ai jamais voulu quand même que les cloisons soient trop étanches entre chaque genre, chaque possibilité de jouer, de s'exprimer. Donc, du coup, non, il y a moyen de se balader ou de résister ou d'attendre. Mais enfin, c'est difficile d'attendre pour un acteur. Vous avez connu de très gros succès, parce que là, vous avez parlé de 3 hommes et un couffin, qui a été vraiment un film phénomène au box-office. Je pense aussi à Tanguy, par exemple. Oui. Comment vous avez géré ce succès? C'est... dans notre métier, on dit faut éviter les coups de soleil parce que ça peut donner des coups de soleil. Tout d'un coup, on se dit ça y est, je suis arrivé, je peux me balader, Puis en fait, non, c'est jamais. Donc, du coup, il n'y a pas de gestion particulière. Ça rejoint un peu ce que je disais précédemment. C'est vraiment, on se rend compte que rien n'est jamais acquis. Et je pense au destin de, je sais pas, je pense à Annie Girardot, par exemple, qui était au sommet du sommet et qui, tout d'un coup, ayant fait 2-3 films qui n'ont pas marché, s'est retrouvée vraiment. Et je me souviens de cette remise de César à propos d'un film de Lelouch, où elle était en larmes et où elle disait qu'elle craignait que la profession les oubliait, alors que voilà, et que notre amour est intact et plus grand encore, parce qu'il y a une frustration de ne pas pouvoir jouer, exprimer tout ce qu'on voudrait. Mais voilà, ce qui est terrible, c'est que je connais cette expression, enfin c'est un poète américain de George Open qui dit quelle étrange aventure de vieillir pour un petit garçon. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que quelquefois, on se sent très fort en tant qu'acteur, mais on n'a plus l'âge des rôles, ou on n'a plus... Enfin, je sais pas, il y a une contradiction, quoi, dans notre... l'artisanat du métier, la capacité qu'on a de le faire, et puis les rôles qui vous arrivent. Moi, j'aimerais bien jouer Fantasio encore, mais c'est un peu tard. En revanche, à défaut de jouer Fantasio, tout à l'heure, vous parliez de Sean Penn, qui était donc vraiment méconnaissable dans l'impasse de Brian De Palma. Vous êtes totalement méconnaissable, par exemple, dans Une exécution ordinaire, où vous jouez Staline, ou là, comme on a pu le voir ici, dans Le Tigre et le Président, où vous jouez Clémenceau. Le plaisir du costume, le plaisir du déguisement, ça fait partie du plaisir d'acteur pour vous? Oui, alors quand on me propose de jouer Staline, je leur dis mais vous êtes complètement cinglés, enfin, je ressemble pas. Et puis je lis le scénario de Marc Duguin et je me dis oh là là. Alors à ce moment-là, j'ai dit bon, je regarde. Et là il y avait 2 exemples. Vous citez Staline et Clémenceau. En fait, quand on construit un personnage qui a existé déjà, on est obligé quand même de s'appuyer ou d'approcher la réalité de ces personnages. Ne serait-ce que la représentation. Clémenceau, c'est sûr, la calvitie, la moustache, vous avez déjà une apparence quand même qui est déjà un peu gagné, mais après ça suffit pas. C'est vraiment comment dire, l'apparence extérieure, c'est pas essentiel. C'est pas le principal. Et j'avais une petite séquence de Clémenceau à la fin de sa vie où il était interviewé par des Américains à Saint-Vincent-du-Jard dans sa maison et on le voyait bougonnant, enfin tel qu'on imagine Clémenceau. Et déjà c'est un premier appui. Staline de la même façon, il faisait un discours devant un public acquis à sa cause et donc personne n'avait intérêt à moufter. Donc tout le monde, il était en train de dire des choses très importantes. Et il y avait une jeune fille qui était à côté et qui avait un verre d'eau qui devait amener ce verre d'eau à Staline au milieu de son discours. Mais c'était très difficile pour elle de savoir quel était le bon moment, quoi. Et donc, évidemment, au moment où Staline est en plein discours vraiment pour convaincre les députés qui sont là, elle amène le verre d'eau, mais à contretemps. Et là, dans son regard, elle est allée directement au goulag. Ça, c'est sûr qu'elle était fusillée immédiatement. Donc, on voyait déjà ce personnage-là. Alors, déjà, c'était des éléments concrets qui permettaient de construire. Après, il y a les livres qu'on peut lire, l'imaginaire, etc. Et voilà. Mais c'est formidable d'avoir quelque chose de concret comme ça, sur lequel on s'appuie. Mais c'est surtout, et je vais vous donner un autre exemple qui était où j'étais un peu ridicule, c'est-à-dire que on tournait Staline en Roumanie. Et tout d'un coup, un jour,
La journée était très longue. On tournait dans le palais de Ceausescu, je me souviens, et donc la journée est très longue. Et puis tout d'un coup, je croyais qu'elle était terminée. Et Marc Duguin vient, il dit "Écoutez, désolé, mais il y a encore une séquence à faire." J'ai dit "Non, non, franchement là, si il y a encore une séquence à faire, d'accord, ok." Alors j'ai dit "Ben écoute, tu me laisses 5 minutes, franchement 5 minutes pour que je me reconcentre par rapport à Staline." Et à ce moment-là, il y avait une habilleuse roumaine qui savait pas ou à qui on n'avait pas transmis le message. J'étais dans une pièce tranquille en train de repenser à la scène que j'allais devoir jouer et elle a fait irruption. Et là, ça me rend fou de colère et je me mets en colère contre tout le monde. Mais j'étais ridicule parce que c'était Dussolier qui se mettait en colère et j'étais déguisé en Staline. Donc ça collait pas, quoi. Donc c'est pour dire simplement que l'apparence ne suffit pas, quoi. Il faut quand même, quand on joue un personnage, c'est l'essentiel. Quand j'ai préparé Staline, évidemment, chez moi, j'ai épluché les carottes comme aurait fait Staline ou tout. Enfin, tout compte, tout est important pour s'approprier un personnage. Alors justement, je vais demander, si vous voulez bien, qu'on fasse une petite expérience. Je vais vous demander de fermer les yeux pendant que je pose cette question. Vous êtes d'accord? Allons-y, fermez les yeux. Est-ce que, cher André, vous qui avez fait beaucoup de radio, qui avez aussi été le narrateur d'Amélie Poulain, est-ce que vous pourriez accepter un rôle muet, vous dont la voix est si importante? J'adorerais jouer un rôle muet. Enfin, non mais parce que muet, moi c'était ma première expérience. Pour que vous fermez pas les yeux. Non, écoutez, mais écoutez, sa voix, c'est du velours. Non, mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais j'adorais le premier cours qu'on a eu dans un cours privé. Alors évidemment, l'enseignement français de l'art dramatique, ça s'appuie beaucoup sur les mots. Et donc on travaille beaucoup l'intonation parce que les auteurs font beaucoup parler des personnages avec les mots, etc. Et un jour, un prof me dit, le premier cours a lieu et il me dit voilà, on va faire une impro. Tu rentres chez toi, ta femme est morte. Vas-y. Alors, bon, d'accord, j'y vais. Ma femme est morte, d'accord. Oui, c'est pas terrible. Je tiens 15 secondes, mais je sens quand même que c'est ça l'essentiel. Et on est là, en fait, sur ce qui fait la différence entre l'enseignement de l'art dramatique en France et chez les Américains, qui est directement issu de Stanislavski en Russie, c'est-à-dire que tout est basé là-bas, en Russie, et Stanislavski, et ensuite chez Strasberg, sur la sensation, sur le corps, Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les mots, mais ce qu'il y a entre les mots, quoi. C'est-à-dire toute la sensation qu'on peut avoir. J'ai l'impression d'être un peu sentencieux quand je dis raconte ça, parce que chaque comédien, je suis admiratif dans la manière de faire, de jouer, de chacun, chacune. C'est vraiment impressionnant, et je sais pas quelles sont leurs méthodes, mais pour moi, ce qui est essentiel, c'est tout ce qu'il y a en dehors des mots, quoi. C'est là où il y avait une très jolie phrase de Lucien Guitry, le père de Sacha Guitry. Il y a un admirateur à la fin d'une pièce de théâtre qui vient le voir et qui dit à Lucien Guitry, oh là là, quand vous dites ceci, puis alors quand vous dites cela, puis la manière dont vous dites cette phrase, et puis alors vos silences. Et Lucien Guitry dit, ce sont les miens. Et tout est dit, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment le métier d'acteur où c'est le terrain de jeu de l'acteur où tout d'un coup, dans les silences, on complète le dialogue, quoi, des mots qui sont utiles, qui sont nécessaires pour faire avancer l'histoire. Mais les silences, c'est là où vous pouvez exprimer tout ce que ressent un personnage, tout ce qui n'est pas dit par les mots. Ce sont les miens, l'espace d'un accent, on a retrouvé Guitry. Hein. Le théâtre pour vous, est-ce que c'est une façon, parce que le théâtre c'est tous les soirs, revenir sur scène, est-ce que c'est une façon c'est un peu l'équivalent de la barre pour les danseurs? Ah oui, moi j'adore le théâtre, et même quand je fais pas de théâtre ou quand je fais pas de cinéma, j'aime bien répéter chez moi avec un partenaire sur un rôle que je vais jouer. J'aime bien ça, quoi. J'aime bien, parce que vous parlez de la barre pour les danseurs, et j'ai toujours regretté que pour les comédiens, il n'y ait pas cet entraînement quotidien. Parce que je trouve que plus il y a c'est une manière de s'assouplir constamment, d'aller le plus loin possible, de creuser. La répétition théâtrale est vraiment... vous parliez de Truffaut, mais Truffaut, le premier film, on se tourne une scène et au bout de 3 prises, il arrête. Et j'étais surpris, quoi. Moi, j'étais habitué au théâtre et je connaissais pas le cinéma. Et donc, un jour, il me chope derrière un décor, il me voit en train de parler tout seul, etc. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, j'essaye de voir si j'ai vraiment tout mis et tout fait dans la scène qu'on vient de tourner, quoi. Comme je l'avais imaginé. Elle dit, vous êtes le seul acteur que je connaisse avec Michel Bouquet à répéter les scènes une fois que vous les avez tournées. Donc il y a une frustration qui naît du cinéma, qui fait qu'au théâtre, on a la possibilité de creuser le sillon, de reprendre jour en jour
de jour en jour, comme le danseur à la barre, quoi. Est-ce que, en revanche, de retravailler avec le même réalisateur, et ça a été le cas à cette reprise avec Alain Resnais, est-ce que c'est une façon de creuser le sillon, peut-être pas d'un rôle, mais en tout cas d'une collaboration? Oui, parce que franchement, c'est jamais gagné, y compris avec des gens qu'on connaît bien. Évidemment, Resnais est un cas exceptionnel parce que vraiment, il avait une attention, pas seulement vis-à-vis des acteurs, mais de tous les corps de métier, incroyablement, respectueuse de chacun. Et un jour, il me donne à jouer un rôle qui s'appelle Dans les Herbes Folles et qui avait rien à voir avec les rôles que j'avais pu jouer précédemment avec lui. Et je me suis dit, la première scène, c'était en face de lui et avec Sabine Azéma. Et je me suis dit, oh là là. Et le personnage, c'était vraiment un type louche, bizarre, hein, avec une autre voix, avec une autre manière d'être, de regarder. Et je me suis dit, comment ils vont réagir? On se connaît bien, certes, mais comment ils vont réagir? Et je sais pas, le point commun qu'on a du goût du spectacle et de la création et des personnages, eh ben, c'était là, quoi. C'était, quand c'est vrai, quand ça s'impose, il y a Resnais, puisqu'on en parle, pardon Patrick, interrompez-moi, hein, parce que sinon... Mais non, Resnais bon, la manière de nous diriger, et il nous dirigeait pas, il nous disait des choses sur le tournage, bon voilà, tiens, on pourrait l'essayer peut-être un peu plus en colère, un peu plus violent, puis moi, je sais pas quoi, un peu des choses comme ça. Mais ce qui était beau, c'est qu'avant le tournage, quand on avait à jouer un personnage, il nous donnait la biographie des parents et des grands-parents. C'est-à-dire que, ça c'est très rare et très subtil, donc on avait une sorte de lignée jusqu'au personnage, et le personnage il ne nous disait rien, c'était à nous de le créer avec ce qu'il nous avait appris, et ce qu'il avait lui imaginé des parents et des grands-parents. Donc voilà, c'est une manière, il y a des manières détournées comme ça de nous aider. Et quand Resnais vous dit tu finiras à cheval en garde républicain et tu chanteras Vertige de l'amour. Alors, il me dit pas ça, parce qu'il me dit, bon voilà, on devait tourner Bachung sur un cheval, mais la garde républicaine ne veut pas. C'est une très mauvaise image pour la garde républicaine, chanter du Bachung sur un cheval de la garde républicaine avec... c'est pas possible, il refuse. J'ai dit, Alain, c'est pas possible de passer à côté de ça. Donc je lui dis, Alain, et parce qu'il avait toujours une petite caméra avant les tournages, je vous le fais, puis on va voir, parce qu'il disait bon, on va trouver autre chose. Et j'ai dit non, franchement, ça on peut pas passer à côté. Donc sur la chaise, je fais la chanson de Bachung, etc. Et là il était convaincu. Et à ce moment-là, on est retourné voir la garde républicaine, qui a dit ok, d'accord, mais vous aurez 2 prises. C'était le 8 mai, c'était le moment où ils allaient à l'Étoile. Et donc, au moment où ils sortent du boulevard Henri IV, là, de la garde républicaine, on pouvait faire une prise et on devait attendre midi quand ils revenaient après les cérémonies du 8 mai pour faire la 2e prise. Donc, c'était un peu... voilà, c'était... Et puis, pour ce qui est de Bachung, j'étais vraiment serré par les 2 chevaux, hein, donc c'était très inconfortable et très désagréable de chanter du Bachung serré par les chevaux d'à côté. Mais enfin bon, il fallait bien pas que je m'emballe dans les rues de Paris. Est-ce qu'il vous arrive de vous surprendre quand vous êtes, quand vous venez de terminer une scène et que et vous vous dites j'ai fait ça? Non. Surpris par les partenaires, oui, je demande pas mieux, parce que c'est ça qui enrichit la scène. À un moment donné, avec Resnais, dans Cœur, dans un film qui s'appelle Cœur, on tourne une scène avec Sabine Azéma où je devais lui faire une déclaration qui était malvenue, qu'elle prenait mal, et elle me faisait des reproches avec les mots, bon, on tourne 2-3 prises, ça avait l'air de convenir, et puis tout d'un coup, je vois Sabine Azéma qui va voir Resnais, ils complotent tous les deux, je me dis, il va m'arriver quelque chose, et donc, et on tourne la prise, et à la fin de la prise, au lieu que ça se termine tout à fait normalement, elle me balance une baffe absolument terrible, inattendue, pas du tout prévu. Et là, j'ai dit merci, là j'en ai profité, j'ai renversé toutes les lampes, tout ça. Ça allait très bien dans la situation et pour le personnage. Donc j'aime bien être surpris par les partenaires, par ce qui peut se passer, mais surpris par soi-même, c'est pas vraiment. Alors quand vous voyez, oui. Quand vous voyez un film, des fois, est-ce que vous êtes surpris par ce que vous avez fait? Je regarde pas. Ah, carrément pas. Non. J'attends beaucoup de temps avant de retourner voir. Peut-être pour avoir la distance nécessaire pour pouvoir redécouvrir le film et le travail effectué. Parce que quand même, quand on voit un film pour la première fois en projection, après qu'on l'ait tourné, on le voit mal, quoi. On se regarde, voilà, on est très critique sur chaque moment, chaque instant. On s'abandonne pas à l'histoire et au jeu qu'on a pu créer, faire. Donc du coup, je préfère laisser un peu de temps. Alors pour reprendre, on parlait de danse tout à l'heure, le corps des danseurs, c'est leur mémoire. Et donc, quand ils ont interprété une pièce, ils peuvent la reproduire 10 ans plus tard parce que c'est leur corps et leur mémoire. Ouais. Quand vous reprenez un personnage comme le père de Tanguy, est-ce que vous avez besoin de revoir le film pour vous remettre dans l'état de ce personnage, ou est-ce que vous aussi, votre corps, c'est votre mémoire?
Bah, c'est plutôt ce qui est mon guide, c'est l'écriture de Châtillesque, c'est l'écriture du scénario et c'est l'écriture du père qu'a imaginé Étienne Châtillesque, quoi. Ça vient tout seul, c'est quelque chose qui, ouais, c'est de la mémoire enregistrée, peut-être, certaines scènes, certains comportements. Il peut y avoir des variantes, évidemment, et je demande pas mieux qu'il y ait des variantes, mais disons que tout est inscrit, oui, dans ce qu'on a pu faire et qui nous revient quand c'est nécessaire. Est-ce qu'il y a des rôles que vous ne feriez pas? Que je ne ferais pas? Que vous ne feriez pas. Alors, on a beaucoup débattu de ça tout à l'heure, à propos d'un film. C'est vrai que à propos d'un film qu'on a vu et que vous avez vu sans doute pendant ce festival, un film canadien, j'en dirai pas plus, mais qui en effet on peut se poser la question, et c'est cruel, c'est là que la situation de l'acteur est fragile, mais on en a parlé il y a pas plus d'une heure, mais c'est-à-dire que le film pourrait vraiment, il y a certains choix qui sont difficiles à faire parce qu'on dit on va cautionner un point de vue, une manière d'écrire, une manière de représenter. Est-ce que je veux vraiment être l'interprète, le responsable de cette image-là? Ça chiffonne. Et en même temps, il faut quand même toujours ne pas être trop prétentieux et orgueilleux quand on est acteur. Un film, c'est le film d'abord du metteur en scène. Et la place que vous pouvez occuper dans dans le regard des metteurs en scène suivants, c'est par rapport au travail que vous avez fait. Mais chaque metteur en scène voit bien la différence qu'il peut y avoir entre le travail et puis le personnage que vous incarnez, qui est un film fait par un metteur en scène. Donc il y a toujours une espèce de frontière quand même que chaque metteur en scène est capable de voir, et le public aussi évidemment. Vous qui donc n'acceptez pas l'emmaillotage, quand, je ne sais pas, Schoendorfer vient vous proposer le flic, oui. Comme ça, quand tout d'un coup un réalisateur porte sur vous un regard qui n'est pas celui de André Dussolier que pourrait avoir tout le monde. Merci, ça vous Patrick, conforte de me poser cette question, parce que oui, alors en effet, Frédéric Schoendorfer vient nous proposer Scène de crime. Et Scène de crime, et tout d'un coup je suis surpris, c'est deux flics de la police judiciaire. Et on est tellement habitué au cinéma, à cette époque-là en tout cas, de voir Belmondo et Delon jouer les flics, qu'on a fini par se faire du flic l'image de Belmondo et Delon. Et donc, si on n'y correspond pas, on se dit, bon ben non, ça viendra jamais. Et tout d'un coup, il me propose un flic, et je lui dis, mais t'es sûr, c'est sincère, tu te trompes pas? Et il me dit, ben, viens à la police judiciaire au 36 quai des Orfèvres et tu vas voir. Et donc, il avait vraiment bien étudié le milieu. Et donc, en effet, je rencontre, c'était à ce moment-là, d'ailleurs, il venait de l'affaire Guy Georges, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, absolument. Et donc, je rencontre des gens et des policiers qui sont anciens profs d'histoire pour certains, ou anciens qui ont des trajectoires inattendues et qui sont en effet méconnaissables, qui ne sont pas les flics traditionnels auxquels on peut s'attendre. Je ne sais pas pourquoi on a des images toutes faites qui est né des films dans lesquels qu'on a vu, quoi. Et c'est pas du tout ça la réalité. Et donc il nous emmène dans cette réalité-là. Et il y a cette phrase magnifique d'un flic qui dit, c'était l'affaire Guy Georges qui était vraiment l'objet de leur enquête, et qui dit, et Guy Georges, ils ont réussi à le faire avouer comme ça. Et il dit, nous, la force par rapport à un présumé coupable, on va dire ça comme ça, c'est que nous, on a le temps. Et donc, c'est vrai que eux, quand ils sont face à face à quelqu'un sur lequel ils ont beaucoup d'éléments, ils ont le temps. Et c'est Guy Georges, par exemple, ça m'avait frappé. Ils avaient réussi à le faire avouer tous ces méfaits, tous ces crimes épouvantables. Tout d'un coup, un flic, comme ils ont le temps, ils parlent de tout et de rien. Ils mangent un sandwich, ils boivent un café. Et tout d'un coup, le flic dit très habilement, il dit, oh là là, j'ai des problèmes avec ma mère en ce moment, c'est terrible. Et là, il a ouvert la porte et Guy Georges s'est engouffré sur cette confidence. Il a parlé de sa mère et il a tout avoué. Donc il y a des choses comme ça qui sont dans la réalité, quand on les reconstruit dans un scénario qu'on peut, parce que Schoendorfer s'est beaucoup appuyé comme ça sur la réalité de la vie des flics, donc du coup on se sent moins étranger, et tant pis si on ne correspond pas à l'image de Belmondo et Delon. C'est facile pour vous d'ouvrir la porte qui mène au personnage, comme vous disiez? Ça prend du temps, et il faut y aller petit à petit, avec patience, et comme un danseur à la barre, quoi, avec son personnage. C'est-à-dire que il y avait une sorte d'habitude avec la Nouvelle Vague, c'était que, en fait, les gens de la Nouvelle Vague, Truffaut en particulier, ne voulaient pas faire trop répéter les acteurs, pensant que la répétition allait épuiser le naturel ou abîmer le naturel. Et puis, Colin
Serrault, qui avait fait du théâtre et qui était une brillante actrice et metteur en scène de théâtre, savait très bien, et René aussi, ou d'autres, que la répétition, c'est un lieu d'enrichissement pour un personnage, pour un comédien. Et que la répétition, nous, notre but, c'est pas, la répétition, elle nous sclérose pas. Au contraire, on travaille pour rechercher en profondeur, mais une fois qu'on est au moment où on va dire moteur, on est dans la vie, quoi. C'est-à-dire que toute la structure qui est en nous, qui est établie, etc., va nous permettre de voler et d'être encore plus libre que si on se lançait pour la première fois sans avoir réfléchi ou travaillé. C'est le fameux paradoxe de Diderot. Donc du coup, non, le travail, la répétition, moi j'aime bien ça parce que ça permet d'aller visiter, d'aller explorer des endroits qu'on n'aurait pas imaginés. Et puis plus le tournage, c'est-à-dire vous avez imaginé les choses chez vous, mais évidemment ça va pas se passer comme ça. Le metteur en scène a une autre vision, les partenaires une autre façon de dire, et donc c'est du plus, quoi, à chaque fois. C'est inattendu. Vous avez connu la reconnaissance de vos maîtres au conservatoire, la reconnaissance du public avec des grands succès et la reconnaissance de vos pairs en remportant 3 Césars, 1 Molière et d'autres prix. La liste est assez longue. Vous y êtes sensible ? Sur le moment, on peut pas ne pas être sensible parce que c'est en effet, c'est la profession, mais bon, on sait que ça durera qu'un jour, qu'un soir, qu'une heure. C'est pas là-dessus. Voilà, c'est le coup de soleil, le fameux coup de soleil. Il faut pas qu'il se prolonge trop. Il faut pas. Et voilà. Non, on y est sensible à un instant. Ce serait hypocrite de dire le contraire. Mais en même temps, on sait bien que si je peut-être pas vous poser la question à vous, Patrick, parce que je vais perdre. Mais si on demande à qui que ce soit qui a gagné le César de l'année précédente, c'est difficile de s'en souvenir. Là, vu mon étage, je pense que je pourrais perdre aussi. Voilà. Donc, du coup, on sait bien que tout ça passe. Et ce qui est important, c'est de durer, quoi, de continuer, de pouvoir jouer et de faire. Mais je vous l'ai déjà dit l'autre jour, mais il y a cette phrase de Alphonse Allais que j'aime beaucoup qui dit j'ai décidé de vivre éternellement. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. Donc, avec ce métier, cette façon de faire. Le film que vous avez fait avec Sophie Marceau et qui est absolument admirable de François Ozon, Tout s'est bien passé. Je sais qu'il vous tenait à cœur. Ah oui, ça me tient beaucoup à cœur. Et puis en même temps, il est tombé dans une période, je suis sûr que si on faisait un petit sondage comme ça, il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui l'aient vu parce que c'est sorti en 2021 au Festival de Cannes. J'entends des si. C'est vrai. Qui a vu Tout s'est bien passé? Mais parce que c'était... Ah oui, alors là... Bon, le DVD est en vente ici. Je m'incline, mais parce qu'en fait, il est sorti, ben oui, c'est en plein Covid, on n'avait pas vraiment la tête à aller voir ce film-là qui est sur le droit à mourir. Et donc, c'est d'ailleurs, je crois que c'est une loi d'un député de la Charente, monsieur Falorni, pardonnez-moi, voilà, qui est le porte-parole de cette loi qui devait passer déjà au précédent quinquennat, qui passera peut-être au prochain. Mais j'ai vu qu'il y a un article récent de monsieur Falorni et de Lynn Renaud. Voilà. Et en effet, ce film est sorti à la fin 2021 dans une période où vraiment on n'avait pas envie de voir ça, quoi. Il y avait suffisamment de soucis, de problèmes, le Covid, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des travaux qu'on peut faire et puis qui passent à l'as. Alors on peut espérer, c'est vrai qu'en ce moment la vie des films est très courte, quoi. C'est dur, c'est vraiment. Il y a beaucoup de films sur les étagères qui attendent une date de sortie. C'est difficile pour le cinéma et en même temps on peut espérer. Je pense que le cinéma va être vu différemment. Avant, on attendait, la sanction, c'était le mercredi à 14h. Ça durait peut-être, un film pouvait durer, je sais pas, quand on remonte un mois et demi, puis après, là, ça s'est réduit. Comme Peau de chagrin, c'était 3 semaines, 2 semaines, et maintenant, c'est 1 semaine. Et donc, on peut espérer que les films, s'ils ont un destin assez court au moment de leur sortie, aient une vie plus longue quand ils vont passer et être diffusés
et permettre comme ça d'être vu. Mais c'est toujours un peu frustrant parce que c'est un métier qu'on fait du moment présent, quoi. Le cinéma, c'est ça, c'est le monde contemporain dont on témoigne. Et donc tout d'un coup, c'est vrai que bon, je suis très attaché à ce film de François Ozon et qui est vraiment bien, qui vraiment, ouais. Et en même temps, ben voilà, c'était la période, c'était le contexte qui n'était pas tout à fait favorable à la vision de ce film. Et peut-être qu'il a encore un peu de temps pour être vu à la faveur des débats de Monsieur Falorni. Est-ce que pour vous, parfois, vous avez accepté des rôles pour soutenir une cause ou pour défendre une vision? Non. Non. Là encore, ça rentre dans le cadre de, je sais pas, une vanité que peut pas avoir un acteur. Mais j'en connais dans leur histoire. Je me souviens d'un acteur italien, Gian Maria Volonté, dont j'admirais vraiment le parcours parce qu'il était radical dans ses choix et qu'il faisait des rôles qui étaient liés à un discours politique, bon, qui pouvait être assez présent dans les films italiens de l'époque. Mais aujourd'hui, ça me semble difficile de tenir cette ligne-là, quoi. Je pense que c'est la responsabilité du metteur en scène, mais l'acteur peut faire des discours politiques peut-être à côté, à droite, à gauche, dans les télévisions s'il est interrogé, mais pas à travers un rôle. Vous parliez tout à l'heure vous aimeriez bien jouer Fantasio, mais bon, voilà. Est-ce qu'il y a là des rôles que vous aimeriez qu'on vous offre? Il y a toujours plein de rôles, quoi. C'est-à-dire que le cinéma, c'est vraiment le reflet du monde contemporain. Donc, du coup, évidemment, il y a tellement de faits divers, de personnages. Je pense qu'il n'y a pas meilleur scénariste que la psychologie humaine, quoi. Il n'y a pas meilleur... tous les acteurs vous diront on a envie de jouer un méchant, parce qu'un méchant, c'est bizarre, c'est étrange, on ne sait pas. Souvent, dans les faits divers, on dit les témoignages disent « Ah non, mais il était très très bien, il était vraiment très gentil, très sympa. » Et tout d'un coup, on voit que l'envers, c'est tout à fait autre chose. Et donc, c'est ça qui est intéressant pour un acteur. Quand on a une espèce de richesse comme ça à travers un personnage, ça, c'est ce qu'on recherche. Maintenant, c'est le metteur en scène, le film qui peuvent arriver comme ça un jour ou l'autre. On n'est pas maître de notre destin. Est-ce qu'il y a un rôle que vous avez refusé, que vous avez regretté d'avoir refusé? Je crois pas, en tout cas, je vis pas avec ce regret-là, parce que je pense que sur le moment, je me souviens, pour être honnête, en effet, que François Ozon m'avait proposé un film qui s'appelait Des gouttes d'eau sur des pierres chaudes. Gouttes d'eau sur pierre brûlante. Pierre brûlante. Merci Patrick. Voilà, la Bible est là, vivante. Et donc j'avais été un peu, je me sentais pas prêt pour jouer ça. Et c'est Bernard Giraudot qui l'a joué magnifiquement. Et donc, du coup, j'ai trouvé c'est logique. On dit toujours dans notre métier que les rôles sont finalement joués par les acteurs à qui ça doit arriver. Et c'est vrai que quelquefois, il y a des refus, quelquefois on hérite de certains refus, ou bien que quelquefois d'autres héritent des refus qu'on a faits. C'est une longue chaîne comme ça. Et voilà, il peut y arriver, en effet, des moments où j'ai pu dire peut-être non parce que je ne sentais pas. Aujourd'hui, par contre, quand il me propose tout s'est bien passé et qu'il me dit, je vous préviens, à la première image, je veux pas qu'on vous reconnaisse. Ça me plaît, ça me semble parfait, parce que là au moins, je suis dans la situation d'acteur qui aime bien le défi de ce genre, quoi. Alors, puisque nous ne nous sommes pas assis, je vous imagine déjà aller vers un autre rôle. Dans quoi doit-on vous attendre? Bah d'abord, il faut que les films sortent. Alors, il y a le Tigre et le Président là qui va sortir bientôt, mais il y en a d'autres. Mais il y en a, vous voyez, comme c'est le destin du cinéma, c'est incroyable parce que on a tourné avec Alex Luss, je joue son père dans l'histoire, un film qui se passe dans le Sud-Ouest où le Sud-Ouest s'embrase. Ben, le film est foutu, quoi. C'est-à-dire que la réalité a dépassé la fiction largement. Et donc, je ne sais pas quand est-ce que ce film va sortir, parce que, bon, il n'y a pas que le feu, les flammes, au travers desquelles on est toute une région à vouloir échapper, mais il y a aussi une histoire qui lie ce père à ce fils. Donc, ça, ce sera le supplément pour le film en question. Mais quand même, il y a des contextes qui, tout d'un coup, qui rendent le film anachronique. Mais sinon, non, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oui, avec José Garcia, il y a un film d'un drame humain comme ça qui est vraiment passionnant aussi qui va sortir. Et puis il y a un film aussi avec François Ozon qu'on a tourné qui est une sorte de comédie qui s'appelle Mon Crime et qui va sortir l'année prochaine et qui est avec deux jeunes actrices et on est toute une c'est un film choral on va dire, on est plusieurs à jouer dans cette comédie-là. Voilà. Pour terminer, on a fait donc cette classe de maître parce que on défend la francophonie donc on ne dit pas masterclass et je me disais
quand même, faire une classe de maître avec André Dussolier, j'ai plutôt l'impression qu'il veut toujours être élève parce qu'il veut toujours, il est toujours gourmand et qu'il veut toujours apprendre. Merci Patrick. Bah oui, je pense que oui, c'est toujours ça. On est toujours en train d'apprendre, de découvrir des choses. C'est bien de... Quand on est jeune, on a tendance à vouloir trouver sa place quand on est dans ce métier-là. Donc, il y a une espèce de petite bataille pour avoir des rôles, c'est sûr. Pas de bataille, entre guillemets. Mais on regarde un peu sur si l'herbe du voisin n'est pas plus verte que la nôtre. Mais après, la bataille, elle se fait avec soi-même, quoi. C'est-à-dire, donc, il y a toujours une espèce d'envie, parce que ça laisse des souvenirs très forts quand vous avez touché du doigt des rôles qui ont été importants ou des moments d'émotion très forts. Donc du coup, vous vous dites, je peux pas être en deçà, quoi. Il faut toujours remettre un peu la barre un peu plus haut. Donc c'est avec vous-même que vous faites la bataille et pour voir un peu jusqu'où on peut aller. Moi, j'adore être spectateur de cinéma et j'adore quand tout d'un coup un acteur ou une actrice me surprend totalement et que je sais pas, je pense encore à un film américain. Mais bon, je fais pas une obsession là-dessus parce que les Français et les Françaises sont magnifiques. Mais par exemple, je sais pas, je me souviens d'un film, je ne saurais pas dire lequel, mais où une actrice apprend une nouvelle absolument épouvantable et elle éclate de rire. Et c'est vraiment le contraire de ce qu'on pourrait penser faire dans une pareille situation. Et je trouve ça formidable. Je vous raconte juste, puisqu'on est un peu à la fin de notre entretien, mais peut-être, mais juste qui était une formidable école pour nous comédiens. Un jour, j'ai vu ça sur Arte, ils avaient enregistré une dame qui faisait un témoignage à la caméra, comme ça, où elle avait été pendant la guerre de 40 témoin d'un fait vraiment violent. Il y avait une queue de prisonniers français, et puis il y avait les Allemands qui les tenaient en joue, et tout d'un coup, il y a un prisonnier français qui ironise, qui se moque, etc. Et un soldat allemand s'approche du prisonnier et lui tire une balle dans la tête. Et donc, elle raconte ça à la caméra, ce souvenir-là, et le récit qu'elle fait, eh ben, c'est celui d'une femme interviewée, c'est-à-dire un peu timide, etc., avec des sourires et tout, au début. Puis au moment où on arrive au passage clé, au moment important, sa voix se noue, c'est comme si elle revivait le présent qu'elle a vécu. On sent que les larmes sont là. Bon, on prend son texte, on prend le texte de l'interview, mot à mot, et on le donne à une comédienne et à un metteur en scène. Et après, on compare. C'est ça notre métier, hein, c'est de recréer la vie. Donc on compare, c'est-à-dire on a l'interview de cette femme, et puis après, la comédienne et le metteur en scène, ayant un récit assez triste à faire, c'est là le piège, ils vont dans la tristesse, quoi, tout de suite. Alors que la vie, c'est pas ça. Vous pouvez passer à l'intérieur, enfin, même si le récit est triste à l'arrivée, vous pouvez passer par des nuances folles, incroyables, contradictoires. Et c'était un magnifique exemple de ce que c'est notre métier et de l'apprentissage de ce métier, c'est-à-dire il faut toujours chercher à créer l'inattendu, quoi. Voilà. Vous l'avez créé là. Merci infiniment, André Dussolier. Merci à vous d'être venu comme moi boire ces paroles. Merci à vous. Merci André pour cette générosité. Merci infiniment. Merci. Merci. Et merci à monsieur Patrick Fabre, s'il vous plaît.